Elle m'avait dit, mais Afra, tu sais que tu peux intégrer l'équipe de réfugiés. C'est un peu comme si je viens d'apprendre tout sur ma vie. C'était un moment qui était assez fort. Bonjour, je m'appelle Afra Mohamed, j'ai 25 ans. Je suis née en Syrie d'origine palestinienne, donc je suis apatride et je suis réfugiée politique en France depuis 2017. En fait, quand j'étais jeune, je voulais pas forcément partir de la Syrie parce que la situation a fait que c'était difficile pour moi et mes parents de partir en même temps. Donc je voulais pas quitter mes parents tout seuls et venir. Finalement, je pouvais pas forcément continuer à vivre dans la situation où j'ai été. Donc j'ai commencé à chercher la manière la plus facile pour sortir, qui est plutôt, disons, la manière légale. J'ai fait pas mal de travail en association, j'ai beaucoup étudié pour avoir un bon note en bac. Donc c'était finalement tous les facteurs qui font que on peut avoir des bourses. J'avais postulé à pas mal de bourses et finalement il y avait une qui était en France qui m'intéressait particulièrement, même si je parlais pas français à l'époque. Mais la bourse, c'était justement de venir en France et faire des études de la langue française pour ensuite intégrer une université et continuer ses études en France. En 2017, j'ai eu un mail pour me dire que j'ai été acceptée pour cette bourse. C'était avec plaisir. C'était assez rapide. En 4 mois, je pense, j'ai eu mon visa. J'étais partie de la Syrie. Je suis arrivée en France. Et donc, j'ai demandé l'asile politique en ayant la bourse en même temps. Enfin, c'était 2 procédures qui marchaient un peu l'une avec l'autre sans que forcément ça se bloque d'un côté ou de l'autre. Et j'ai terminé mon année de bourse. Et après, j'ai intégré une école d'architecture, c'était l'école de Marne-la-Vallée. La première chose qu'ils nous expliquent à l'école, c'est que c'est une école plutôt sociable, où tout le monde connaît tout le monde. Et moi, ça, c'était très important pour moi, parce que justement, c'était une époque où je parlais pas forcément bien français. Enfin, si, j'arrivais à communiquer, mais je dirais pas que je parlais. Je pouvais exprimer mes besoins. Et du coup, c'était très important pour moi de commencer un peu à construire ma cercle social, vu que j'avais commencé à zéro. Et l'architecture, c'est pas forcément le métier la plus choisi par les réfugiés ou les immigrants. Donc, on est dans un milieu social qui est pas trop favorable pour les gens comme moi. Donc, forcément, j'avais pas des gens qui me ressemblent à l'école, et je savais que ça sera pas le cas parce que quand je voulais faire ça, tout le monde me disait attention, l'architecture c'est dur, attention, tu vas peut-être faire une année et t'as continué. Ma première année, donc j'ai été financée par ma bourse. La bourse c'était 550 € par mois durant une seule année. Donc c'était l'année où j'ai appris la langue. Faut savoir qu'en 2017, c'est pas du tout 2024. Il y avait 3 inflations de moins. Donc la vie, elle coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui. Mais sinon, ça allait jusqu'au Covid où ça allait vraiment plus. Mais encore une fois, j'avais la chance que la formation alternance en architecture, ça a démarré en France et mon école, c'était la première école qui avait mis ça en place. Et pour moi, la choix, elle était rapidement faite. Certes, oui, je voulais apprendre le côté professionnel en même temps que je fais mes études, mais la réalité, et ce que eux aussi, ils savaient, parce que je disais ça à l'administration aussi, c'était que 500 €, c'était pas du tout suffisant pour vivre. Autant dans un autre filière, je pense que en parlant un peu avec mes potes de l'époque qui sont venus avec la même bourse ou quoi, c'était possible de faire un job étudiant. En architecture, c'est quasiment impossible parce qu'en fait, on passe un certain temps à l'école, certes, mais en fait, quand on rentre chez nous, il faut travailler encore plus. Et quand on est immigré, c'est encore pire parce que, surtout les 2 premières années où, justement, je voulais avoir un job étudiant et je me suis rendu compte que si je fais ça, je vais redoubler.
Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, je parlais pas forcément bien. Ce qui a fait que toutes les cours magistrales, quand je rentrais chez moi, j'enregistrais tout. Et si un cours magistral, ça dure 2 heures à l'amphithéâtre, et ben je rentre chez moi et j'écoute 2 fois. Une fois pour comprendre ce que j'avais pas compris dans le cours et une deuxième fois pour écrire mes notes. Donc ça me prenait 2 voire 3 fois plus de temps que ce qui était censé me prendre en parcours normal. Depuis très très petite, j'adore faire du sport. Je pense que mes parents, au début, ils ont vu que j'avais beaucoup trop d'énergie. Donc ils ont dit, vas-y, faut que tu fasses quelque chose. Au début, c'était un peu la course, machin. Et après, pour X raisons, j'ai dit à mon école que je voulais faire de la gymnastique. Mes parents, ils étaient pas forcément au courant. Et c'était pour ma première médaille que l'école avait appelé mes parents pour leur dire, félicitations, Afra a fait 3e place en gymnastique. Mes parents, ils avaient rien compris. Donc, j'ai commencé à en faire plutôt au haut niveau. Parce que j'ai fait pas mal de championnats de la Syrie, j'ai fait pas mal de podiums. Et du coup, j'étais censée être espoir olympique en gymnastique. Et on s'est rendu compte que j'avais pas le droit de faire de la gymnastique au haut niveau parce que j'étais apatride. Moi, je pensais que j'avais la double nationalité palestinienne et syrienne. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, j'avais aucun de ces 2 nationalités et que en réalité, j'ai été née réfugiée. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que le sport, c'est pas un truc que moi je peux faire. C'est quand en ayant une nationalité, les gens qui ont une nationalité peuvent pratiquer du sport, en tout cas en compétition. Et si on n'a pas de nationalité, on peut pas pratiquer de sport. Donc, suite à ça, j'ai été virée de l'équipe. Je pouvais plus faire de sport en niveau pour la compétition. Et après, donc en 2021, mon employeur, du coup, qui était mon prof à l'université, chez qui j'ai fait ma première année d'alternance, il m'a proposé l'escalade. Il m'a dit, vu que tu as fait du gymnastique et de la danse, je pense que c'est un sport qui pourrait t'intéresser. Donc j'ai dit ok, mais sans plus. Et il s'avère qu'une pote à moi qui s'appelle Alice, qui était dans la même école que moi, qui connaît aussi mon employeur, elle m'a dit ah oui, il t'a dit ça, en fait c'est correct, il faut que tu aies essayé l'escalade. Donc elle m'a ramenée pour la première fois pour essayer l'escalade. Je l'ai faite, j'ai adoré et après je lui ai dit mais en fait ça coûte vraiment très très cher. Pour ma première année d'alternance, j'étais pas capable de payer ça. Je venais tout juste de rentrer dans le monde professionnel. Ma situation n'était pas suffisamment stable. Donc, elle m'avait dit, ok, je vais t'offrir un carnet de 10 entrées pour que tu puisses quand même essayer l'escalade. Et après, si ça te plaît, on trouvera des solutions. Effectivement, j'ai fait 10 fois de l'escalade entre octobre et décembre 2021. Et en 2022, j'ai décidé que j'aimais vraiment ça et que je voulais le faire. Du coup, j'ai fait en sorte que le budget... en fait, j'ai construit mon budget autour de mon abonnement à la salle d'escalade. En fin 2022, en 2023, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'essayerais pas de faire des contests? Et je finissais dans le top 10, machin. Du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas avancer encore plus? Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller à l'entraînement tous les jours. Pour moi, je faisais ça parce que ça me plaisait, parce que je voulais toujours faire de la compétition. C'est une manière pour moi de me prouver que je peux aller au-delà de ce que je pense faire. Et c'était en discutant avec une amie qui travaille dans l'UNHCR et son travail consiste à l'accès du réfugié au sport. Elle m'avait dit, mais Afra, tu sais que tu peux intégrer l'équipe de réfugiés. L'équipe de réfugiés, c'est une équipe qui a été mise en place en 2016 en JO de Rio pour permettre aux personnes réfugiées qui ne sont pas capables de présenter leur pays d'origine de se présenter quand même à l'événement sportif la plus importante du monde et avoir leur chance. Donc c'est pas parce qu'on est réfugié qu'on peut pas être athlète.
Cette information, moi, je ne le savais pas. Même en Rio ou en Tokyo après, moi, je pensais que l'équipe de réfugiés, il était pour les gens qui ont quand même une nationalité et qui se sont réfugiés à cause de la guerre. Ce qui est mon cas, mais sans la nationalité. Et du coup, je savais même pas que j'avais le droit de faire ça. Et c'était quand elle m'avait dit ça où c'est un peu comme si je viens d'apprendre tout sur ma vie. J'ai tout mis en question. Enfin, c'était un moment qui était assez fort. Et donc, on s'était dit, on va contacter la Fédération internationale pour voir s'ils ont déjà un équipement en place. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? On a contacté du coup l'IFSC, c'était elle qui m'a mis en contact avec eux. Et on s'est rendu compte que l'IFSC, ils ont 0 athlète réfugié. Donc, ils étaient très intéressés par le projet, par ce que ça représente. Et ils ont décidé de me soutenir pour faire la démarche, intégrer l'équipe de réfugiés et pouvoir être la première athlète en escalade pour justement permettre à d'autres athlètes de venir et que un peu de bouche à l'oreille quand on voit quelqu'un, ça nous fait poser des questions. Pourquoi pas moi? C'est quoi ce sport? Donc c'est un peu ça. Et voilà, on a mis ce projet en place en mai, je pense, de cette année. Donc c'est très très récent. Mais je ne fais pas encore officiellement partie de l'équipe de réfugiés, simplement parce qu'il faut attendre 2025 pour postuler à la bourse olympique de réfugiés. Et c'est ce qui va faire que je serai officiellement athlète réfugié. Mais en tout cas, je m'étais identifiée en tant qu'athlète et aujourd'hui, je m'entraîne pour ça. C'est la reprise. J'ai grimpé avec une attelle parce que je me suis fait une entorse dans ma cheville droite. Donc a priori ça va, c'est juste en fait ça me fait mal et du coup j'arrive pas encore à grimper avec mon pied droit. Donc on va grimper sans aujourd'hui. Comme le projet aujourd'hui, ça se dirige plutôt vers LA 2028, ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il faut s'entraîner plutôt dur. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de financement. Ça veut dire je finance mes propres entraînements, je finance mon entrée à la salle. Si je vais avoir des entraîneurs, je vais devoir les payer. Le temps que j'ai ma bourse et que je vais pouvoir faire ça officiellement. Ça veut dire qu'il faut que je continue à travailler mes horaires normales. Ma journée, souvent, elle démarre très très tôt. Elle démarre vers 6h, 6h30 de matin. Je vais à la salle à 7h, je m'entraîne de 7h à 9h. Je vais au travail à 9h30. 18h30, je sors de travail. Je vais à l'entraînement encore une fois. Et je fais 19h, 22h. Si je me sens bien, je fais 19h minuit des fois. J'essaie quand même de garder 7 à 8 heures de sommeil par jour. Depuis ces 3 derniers mois, c'est assez structuré pour avoir un rythme un peu actif et pas perdre le fil de temps. Quand je grimpe, je réfléchis pas à autre chose. Simplement parce que si on le fait, on va tomber, on va se blesser, on va... Voilà. Donc pour moi, c'est ce que j'aime dans l'escalade du côté personnel. Et après, au-delà de ça, du coup, les potes, mais les sorties de... le fait que c'est vachement social, que la plupart de mes amis aujourd'hui, je les ai faites en salle d'escalade. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un sport qui est plutôt pas trop diversifié. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Il y a beaucoup de minorités qui parlent de ça. Et je pense que c'est dû à plusieurs raisons. Mais de mon côté, par exemple, mon raison, c'était le fait que ça coûte vraiment cher de le faire. Du coup, ça devient un peu un sport de privilégié. J'en parle pas que de côté du réfugié ou autre, mais vraiment du côté purement social. Aujourd'hui, il faut vraiment beaucoup de privilèges pour faire le sport. Après, par la suite, donc par exemple en JO, l'escalade, elle a fait sa rentrée en Tokyo, donc c'est
c'était un sport un peu niche qui a fait son entrée récente en compétition, en JO surtout parce que les compétitions ça existait avant. Et du coup qui est en train de devenir un sport aussi présent que d'autres sports. Donc c'était quand même pas très cool à voir le fait que il faudra être privilégié pour faire ça, que ce soit privilégié en termes d'argent, que ce soit privilégié même en termes de pays qui pratiquent l'escalade. Aujourd'hui, c'est quasiment, quand je dis riche, c'est pas que individuel, c'est même aussi dans le terme en termes de géographie ou même de géopolitique. Si on vient d'un pays plutôt riche, plutôt ouvert, on va faire ça. Et si on vient d'un pays comme la Syrie, on ne savait même pas que l'escalade existait, hein, je pense que jusqu'à aujourd'hui. J'arrive pas forcément à me projeter très clairement dans le futur. En tant qu'athlète, je pense que c'est un peu trop tard, entre guillemets, pour moi, d'avoir un parcours d'athlète professionnel. Simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans. L'escalade, c'est un sport qui se pratique plutôt jeune. Donc, je peux donner mon mieux et c'est ce que je vais faire. Mais je pense que mon projet, il est beaucoup plus politique que sportif. Il y a sûrement le côté sportif, personnel. Moi, j'ai envie d'être une athlète et j'ai envie de faire de la compétition. Mais il y a aussi toute l'histoire derrière que j'ai jamais eu la chance de faire la compétition. Et c'est pas que la chance, j'ai jamais eu le droit de le faire. Et c'était inimaginable pour moi de pouvoir le faire. Donc maintenant que je peux le faire, c'est important de le faire parce que je suis sûre qu'il y a des gens comme moi qui soient aussi âgés comme moi ou qui soient plus petits, plus jeunes, qui pensent qu'ils peuvent jamais faire de sport. Parce que c'est un chemin qui amène nulle part. Quand on sait qu'on peut jamais devenir athlète de compétition, ça sera un chemin qu'on va jamais choisir. C'est jamais un métier pour nous, c'est toujours une activité niche qu'on pratique à côté de nos vrais métiers. Et je pense que ça fait que y a beaucoup de gens qui sont privés de ce droit. Et donc dans ce cas-là, on parle du réfugié, mais on parle aussi de la statue apatride et qui est jusqu'à aujourd'hui un statut qui est très très peu connu. Ça concerne pas que les Palestiniens en Syrie, ça concerne vraiment beaucoup de gens en Afrique du Sud, les Kurdes en Turquie, en Irak, ça concerne vraiment beaucoup de gens. Donc je pense que c'est quand même très important de parler de ça. Alors ensuite, pour aller plus loin, donc dans mon parcours aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça a été impossible de trouver un entraîneur d'escalade. Parce que du coup, le meilleur de cas, c'est de trouver un entraîneur qui est en France et qui entraîne le haut niveau en France. Simplement, comme c'est un sport, et c'est encore un sport qui est très récent, du coup, on est limité par le nombre d'entraîneurs qui ont déjà entraîné en haut niveau. Et ces entraîneurs-là, ils entraînent l'équipe de France déjà. Donc, pour trouver un entraîneur qui a l'expérience, mais qui accepte d'entraîner une sportive qui va pas forcément ramener une médaille à la France, quand c'est important de choisir entre moi ou un athlète français, le choix, il est vite fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment très très compliqué de trouver un entraîneur. Donc un de mes projets que j'aimerais réaliser le plus rapidement possible, c'est de passer le DE pour moi-même devenir entraîneuse, pour que quand le projet soit mis en place pour d'autres personnes, donc je l'espère après mon expérience, j'espère que ça va toucher un certain nombre de réfugiés et qu'il y en a un qui va se dire tiens, je vais faire de l'escalade en compétition. Et il y aura pas la même galère que moi j'ai aujourd'hui à chercher un entraîneur pas que à Paris et même partout en France ou potentiellement même dans un autre pays. Il y a quelques mois, j'avais pas du tout ce projet-là et maintenant c'est un truc qui est
vraiment très important. C'est très dur de jongler architecture et escalade, mais architecture c'est quelque chose que j'aime et que j'aimerais bien poursuivre. Mais aussi un de mes autres projets, c'était de faire un peu de la recherche en architecture. C'est un truc que j'ai beaucoup apprécié pendant mes études. C'était sur le sujet de l'architecture de l'après-guerre. Parce que du coup, guerre syrienne, tout se relie. Bah, forcément, j'ai été très touchée par ce que j'ai vécu en Syrie, surtout dans un pays qui a pas mal de monuments historiques classés. Donc j'ai commencé à faire ça pendant mes études, et pendant les workshops que j'ai pu faire aussi autres que dans mon école. Mais est-ce que je vais faire ça après? Je sais pas. C'est une question. Je vois bien mon futur en France. Comment et qu'est-ce que je serai en train de faire? Bah, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça sera en France. Parce que j'ai pas appris la langue pour rien. C'était dur, donc j'aimerais bien en profiter un peu.